Et on commence donc avec un patrimoine thématique consacré, comme tous les lundis, à l'immobilier. Et on va évoquer aujourd'hui en particulier l'investissement dans un bien historique. Nous en parlons avec Loïc Guinchard, directeur commercial de Bulle d'Invest. Bonjour Loïc Guinchard. Bonjour Nicolas. Alors, c'est un peu particulier hein, cette idée d'investir dans un bien historique. Comment est-ce qu'on peut le définir rapidement et on peut parler de l'activité de Bulle d'Invest en même temps? Ça veut dire quoi investir dans un bien historique? Alors, investir dans un bien historique, ça vient d'une loi qui voulait rénover on va dire les villes, les bâtiments historiques, une loi qui date de 62 d'André Malraux et qui a conduit à rénover progressivement, au-delà des bâtiments remarquables, des musées, des théâtres et tout, aussi l'habitat urbain de centre-ville. Donc investir dans un monument historique, dans un Malraux, puisque c'est des classes d'actifs bien définies par des lois de finances qui se modifient d'année en année depuis 62. Je veux dire, c'est investir dans un appartement pour le confier en locatif souvent à des familles avec des enfants et tout, en centre-ville, mais avec des conditions très très particulières d'accession à ce genre d'investissement. Ça n'empêche pas qu'on peut y accéder sans profiter de la défiscalisation en accession, mais le but du jeu, c'est de rénover les centres-villes, et j'allais dire, c'est très dans l'air du temps depuis 4-5 ans, avec tout ce qui a été fait, ce qu'on appelle les actions cœur de ville, jusqu'à la prolongation récente de la loi de Normandie. Alors, on va parler des différentes lois et des différentes fiscalités associées. Juste avant, un bien historique, qu'est-ce que c'est? C'est une période particulière? Ça s'arrête à une certaine date? Qu'est-ce qui est défini comme bien historique? Très bonne question. Alors, c'est une ville, dans le cadre de la loi de Normandie depuis 2018. C'est un périmètre dans certaines villes, dans le cadre de la loi Malraux. Et un monument historique. Des centres-villes, par exemple? Oui, tout à fait. Oui, toujours. Un périmètre dans une ville est toujours en hypercentre et tout. Et c'est un bâtiment, pour ce qui ressort du monument historique, qui est en hypercentre ou en périphérie. D'accord. Après, on rénove plus facilement en appartement un bâtiment historique en centre-ville pour y mettre des familles qu'un bâtiment industriel ou historique, je veux dire, en banlieue, à la campagne et tout. Mais alors là, vous nous parlez de géographie, que ce soit une ville ou un périmètre ou un bâtiment. Il y a des dates associées, par exemple, un bâtiment des années 70 peut être considéré comme bâtiment historique ou il a pas... D'accord, oui, lui aussi peut avoir besoin de rénovation et peut être considéré comme bâtiment historique. Alors, ma réponse sera triple. De Normandie, c'est tout un périmètre de ville. Hein. C'est un copier-coller de l'investissement neuf que tout le monde connaît depuis une quarantaine d'années pour soutenir, je veux dire, les dépôts de permis de construire et puis la livraison de logements neufs. Mais donc le de Normandie va être consacré à l'ensemble des bâtiments d'un périmètre urbain d'une ville. D'accord. Donc en fait, on va définir le périmètre, peu importe quels soient les bâtiments. Une liste de villes, voilà. Il y en a plus de 250, enfin 245 pour être précis en France aujourd'hui. Et donc tous les bâtiments vont être concernés avec des modalités de rénovation qui va inciter l'investisseur à acheter, à rénover, à y mettre une famille en locatif. D'accord. Okay. Le Malraux, il y a beaucoup moins de villes. Il y a des villes qui méritent d'être rénovées en centre-ville, dont un périmètre restreint permet de rénover ces appartements dans un immeuble. Le Malraux est même de deux ressorts. Il y a du Malraux pour des quartiers remarquables à 30% de réduction d'impôt, et du Malraux un peu moins remarquable à 22% de réduction d'impôt. Les quartiers remarquables, donc là on revient vers ce qu'on appelle le historique du coup. Oui, tout à fait, très historique, de villes diverses et variées qui vont du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre beau pays où tout est à visiter. Et là pareil, ces villes sont choisies en fonction de leur intérêt historique ou là pour le coup c'est plus elles sont choisies en fonction de leur elles font l'objet, si vous voulez, de critères qui respectent la loi d'origine qui a été bien modifiée depuis 62, où les édiles, les maires ont petit à petit, pour rénover leur centre-ville qui était peut-être délaissé ou négligé depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque l'historique de la loi, c'est 62, vont faire tout le nécessaire pour faire classer leur ville en Malraux. D'accord, je comprends, pour ensuite faire revenir une population au cœur du centre-ville. Ouais. Et le troisième type de bâtiment, c'est les monuments historiques. Alors le monument historique, il est inscrit, le gros de l'inscription, et je vais dire de la mécanique d'inscription, c'est 1913, et vous avez des bâtiments un peu partout. Alors ça peut être des bâtiments, pour être plus loin, bâtiments industriels, des bâtiments historiques. On ne va pas parler uniquement de l'hôtel de la Marine à Paris ou Notre-Dame, mais ça peut être une habitation historique. Voilà. Ça peut être la Cité radieuse à Marseille. Donc ces bâtiments, à l'instant T, ont fait l'objet d'un classement particulier pour qu'ils soient entretenus. Voilà. Et alors, et certains ont vocation à être de l'habitation.
Et certains ont vocation à être de l'habitation. Alors ça pose pas mal de questions, peut-être d'abord sur les dispositifs fiscaux qui y sont associés, puisque vous nous avez parlé déjà de 3 lois, de Normandie, Malraux ou Monuments historiques. Concrètement, si moi demain je veux acheter un bien, déjà je peux acheter un bâtiment dans un périmètre, dans une ville et cumuler les 3 dispositifs. Et on va peut-être détailler ces 3 dispositifs. Presque. Ah, d'accord. De façon caricaturale. Oui. Voilà. Alors, c'est pas le. J'allais dire, c'est du droit commun pour être pompeux, mais oui, ça serait possible. D'accord. Un monument historique dans un périmètre Malraux d'une ville de Normandie, de façon tout à fait théorique, ça existe. D'accord, ok. C'est très rare, mais ça existe. Oui, c'est le phénomène des ensembles qui s'emboîtent. Bon, c'est pas ma quotidienneté par rapport. Et alors sur ces 3 lois, que vont me faire, quel impact ça va avoir sur l'investisseur, sachant que je rappelle juste l'investisseur, il achète un appartement ou un bien, et ensuite il y a quand même un engagement de rénovation. C'est là où vous intervenez d'ailleurs, c'est qu'il y a le conseil et la rénovation, et il y a derrière un dispositif fiscal. Quels sont ces 3 dispositifs avec ces 3 lois? Toutes ces lois, surtout Malraux et Monuments historiques, sont sous les obligations de rénovation qui sont analysées, suivies par l'architecte des bâtiments de France. D'accord. Parce que l'État, Bercy, ne va pas distribuer des millions d'euros tous les ans, depuis 50-60 ans, pour que les gens se fassent plaisir à rénover. Comme on dit, il faut rénover dans les règles de l'art. Bien sûr, oui, voilà, complètement. Il faut rénover. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne les 3 dispositifs sont très différents. Le de Normandie, on va l'évacuer très vite parce que c'est le plus jeune, le plus récent, le moins répandu. Donc, c'est des villes, donc il va se développer. Il est sorti de toutes ces réflexions, actions au cœur de ville, que nous avons eues, nous, avec certains maires, comme la mairie de Châtellerault et le ministère, pour dire il y a des périmètres en centre-ville qui sont très dégradés, il y a des périmètres en centre-ville qui, aujourd'hui, après 40 ans de désertification de centre-ville, où on a externalisé tout le monde, un petit peu en périurbain, avec les hypermarchés en périurbain, la petite maison, le portail et tout. D'où des centres-villes aujourd'hui qui sont paupérisés et qui ont besoin d'être reboostés. D'où la loi de 18, décret d'application 19, et petit à petit, des opérateurs comme nous vont capter des villes. Nous, on est présent chez Ville d'Invest de Normandie, on est présent à Senlis, même une ville à la fois royale et impériale. On est présent à Châtellerault, on est présent à Limoges. Après, le gros de ce type d'investissement, on va revenir au Malraux et aux monuments historiques. Commençons par le monument historique. Le monument historique, je vous disais précédemment, Nicolas, c'est un bâtiment. Donc le bâtiment est classé, il a des contraintes énormes de rénovation et il va pouvoir faire l'objet d'une rénovation dans le cadre de création d'appartements. Toujours sous les fourches codines de l'architecte des bâtiments de France. Donc là, on achète l'immeuble et on. Alors moi, j'achète l'immeuble et après, les investisseurs peuvent acheter 1, 2, 3 appartements. Ou sur des petits monuments historiques, un investisseur comme vous pourrait acheter le bloc. Un bloc, c'est 3-4 appartements d'un charmant petit immeuble en hypercentre d'une ville X. Et alors là, juste pour bien comprendre, il l'achète directement et ensuite il applique, ou il passe par vous parce que c'est tellement réglementé qu'il faut passer par un intermédiaire quand on veut acheter en monument? Alors un particulier pourrait tout à fait faire une opération seul. C'est assez complexe. Complexe par rapport aux obligations vis-à-vis de l'architecte des bâtiments de France. C'est complexe vis-à-vis des droits qu'on a en termes de réduction d'impôts ou en affalement du revenu global. Bien sûr. Donc être accompagné par un professionnel comme les 4-5 opérateurs qui existent comme nous en France, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est parce que, si vous voulez, toute subvention, c'est pas des subventions, mais toute contribution à une rénovation, j'allais dire, est bien évidemment contrôlée par les finances publiques. Pour vérifier effectivement que ça reste dans les clous. Donc on achète un immeuble, on peut ensuite ou alors on l'achète directement, ou vous l'achetez, ensuite on le divise en appartements. Et donc là, quel est l'avantage fiscal de cette loi monument historique? Alors reprenons les deux maintenant. D'accord. Le Malraux, si vous voulez, dans la philosophie de ce qu'on appelle la défiscalisation, horrible mot s'il en est, c'est la réduction d'impôts. C'est-à-dire, il est comparable à toutes les lois de réduction d'impôts et de défiscalisation qu'on a eu dans le neuf, sauf que, si vous voulez, le Malraux va avoir un impact énorme, court par rapport aux investissements sur le neuf. Le Malraux, la partie des travaux que vous faites à nos côtés, va générer 30% de la valeur de cet investissement en réduction d'impôts sur 1 à 4 ans, puisque la durée d'un chantier, entre le moment où vous allez faire l'acquisition de votre appartement en l'état, c'est-à-dire que vous achetez un appartement dans un immeuble qui n'est pas encore rénové, un appartement qui est tout moche, et il va faire l'objet de 1 an et demi, 2 ans de restauration.
Et ça va vous permettre, pendant 1, 2, 3 ans, jusqu'à 4 ans, il y a du report, de réduire vos impôts. Là, on est en réduction d'impôts pure. Alors, il nous reste quelques secondes pour évoquer le reste des dispositifs fiscaux. Un seul, Oui. le monument historique. Le monument historique, alors là, c'est un double effet qui se coule. Je vais dire, il va affaler, la partie des travaux, 100%, va affaler votre revenu global. D'accord. Vous avez un revenu annuel de 100 000, vous avez des revenus exceptionnels de 200 000. Si vous faites l'équivalent en travaux, vous n'avez plus de revenus. Merci beaucoup Loïc Guinchard de nous avoir expliqué dans un temps assez court finalement beaucoup de dispositifs fiscaux associés à cet investissement dans un bien historique. Loïc Guinchard, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Bulle d'Invest et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.